Bienvenue à cette 7e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. À l'automne 2011, Pétrolia et son partenaire Québénergie démarraient une étude hydrogéologique concentrée principalement sur la pointe de Haldimand. Est-ce que l'exploitation des hydrocarbures peut représenter un risque de contamination de la nappe phréatique? Est-ce qu'une telle étude, financée en partie par l'industrie pétrolière, peut être indépendante? Le professeur René Lefebvre de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, nous entretient sur les étapes de cette importante étude qui porte non seulement sur la nappe phréatique, mais aussi sur les eaux souterraines. Il nous décrit les moyens mis à sa disposition pour recueillir les données nécessaires et rédiger un rapport public qui servira à éclairer la population, l'industrie pétrolière, les ministères et les élus sur les risques ou non que pourraient avoir les travaux de l'industrie pétrolière sur l'environnement. Bonne émission! Il y a une industrie qui veut faire des activités et vous et aussi les intervenants régionaux ont des questions par rapport au c'est quoi le risque environnemental. On ne peut pas répondre à ces questions-là sans venir voir. Les travaux qu'on fait, ce n'est pas des travaux invasifs ou qui posent des risques eux-mêmes. Les travaux, eux autres, ils vont nous permettre de définir les conditions locales de ce site-là et de donner des réponses par rapport à ce niveau de risque-là. Est-ce qu'il y a des cheminements préférentiels qui vont faire en sorte que les fluides soient naturels, c'est-à-dire les hydrocarbures, ou des fluides qui pourraient être utilisés dans une éventuelle fracturation, et est-ce qu'ils peuvent aller sortir en surface? C'est la question qui se pose, puis c'est exactement ça la réponse auquel on veut donner. Parce que, bien, c'est évident, oui puis non. Moi, je pense pas que c'est évident. Si c'était évident, je ne serais pas là, bien, ce serait triste, mais ça, tu ne serais pas triste, mais c'est ça ma job, moi, c'est d'aller voir justement c'est quoi le contexte, puis dans ce contexte-là, qu'est-ce qui peut conduire ou pas conduire à ce genre de scénario-là que vous évoquez, que ça remonte tout en surface. Que si on veut, je disais tantôt, donner l'information, si on veut que les gens de la région prennent une décision, si c'est dangereux, ou de se faire leur propre idée issue du milieu et non pas d'une information qui vient de l'extérieur, je pense qu'il fallait mettre cette étude-là en marche. On l'a vu même à l'extérieur. Il y a même aux États-Unis qui dit est-ce que ça devrait être obligatoire? On voulait justement voir des universitaires ou des chercheurs venir justement d'une façon indépendante confirmer l'impact que pourraient avoir là, les travaux de Pétrolia sur la nappe phréatique, entre autres. Ça, c'est important pour nous de sécuriser la qualité de l'eau, la qualité de l'environnement. La réponse est demandée, y a-t-il un lien, puis y a-t-il un risque de cheminement particulier puis de contamination par les activités pétrolières? Ça, c'est pas une réponse qui est facile à donner, puis c'est ça, moi, mon intérêt dans ce projet-là, c'est d'aller chercher de l'information, de mettre ça ensemble pour être capable de dire le niveau de risque qu'il y a à ce genre d'activité-là dans le contexte spécifique. Puis pour ça, pour donner cette réponse-là, bien, il faut développer de la connaissance, développer des méthodes. Je pense que Pétrolia, qui est mis sur la table, prouve leur volonté d'être responsable puis d'amener des actions. Tu sais, je veux dire, il faut le faire. Ce que Pétrolia fait là, il n'y a aucune loi qui oblige là, à Pétrolia de faire une recherche comme ils le font. Il n'y a aucune loi qui leur oblige. Mais ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cette acceptabilité sociale-là. Ils ont besoin de ces actions-là pour démontrer leur volonté de bien faire les choses. Puis on sent qu'il y a une bonne volonté, là. C'est intéressant aussi parce que ça revient un peu dans la mission de l'INRS, qu'on fait du développement scientifique, du développement technologique, mais pour donner des réponses qui sont d'intérêt public. On veut éclairer un débat social. Ce diagramme-là, il représente en fait conceptuellement
comment ça fonctionne, l'écoulement de l'eau souterraine. D'abord, ça indique différents types de matériaux ou d'unités géologiques qui ont différents rôles au niveau de l'écoulement de l'eau souterraine. Ça identifie notamment des aquifères et des aquitars. Un aquifère, c'est une unité géologique qui permet un écoulement significatif d'eau souterraine qui peut être utilisé pour l'approvisionnement en eau. Un aquitar, au contraire, c'est une unité géologique qui va limiter l'écoulement de l'eau souterraine. Par exemple, sable et gravier, évidemment, c'est perméable, l'eau coule facilement à travers ça. Une argile, c'est peu perméable, l'eau coule difficilement. Donc, ça, c'est un type d'aquifère aquitar qu'on dit granulaire. C'est fait de grains soit fins pour l'argile, soit grossiers pour sable et gravier. L'autre type d'aquifère qu'on retrouve souvent ici en Gaspésie, mais partout au Québec, sont les aquifères fracturés. C'est du roc qui n'a pas de perméabilité à l'intérieur de la roche elle-même, mais qui est fracturé. Donc, l'eau souterraine, à ce moment-là, s'écoule à travers les fractures. Donc, ça, c'est un peu le contenant dans lequel va s'écouler l'eau souterraine. Mais ça va se faire, cet écoulement-là, des zones de recharge vers les zones d'émergence. Les zones d'émergence, c'est simplement les cours d'eau. En fait, les cours d'eau, l'eau souterraine aux surfaces, c'est un peu la même chose, dans le sens où l'été ou l'hiver, quand il n'y a pas de précipitation, les cours d'eau coulent, mais elle vient d'où cette eau-là? C'est de l'eau souterraine qui alimente les cours d'eau. Donc, l'exutoire final d'un réseau d'écoulement, c'est un cours d'eau. Puis, à l'arrivée ou à l'entrée dans le système, on a ce qu'on appelle les zones de recharge. C'est les endroits où une partie des précipitations va s'infiltrer jusqu'aux nappes, jusqu'aux aquifères, et va commencer son parcours d'écoulement de ces zones-là à travers un réseau d'aquifères pour finir jusqu'au cours d'eau où c'est ce qu'on appelle les zones d'émergence, où ça peut être des sources ou des choses comme ça. Cette étude hydrogéologique se divise en 4 phases qui se dérouleront sur une période de 4 à 5 ans. La première phase des travaux consiste à forer des puits d'observation dans la nappe phréatique. Des puits de type artésien pour établir les conditions géologiques et hydrogéologiques actuelles. Ces puits d'observation seront équipés de sondes permettant de suivre en continu la fluctuation des niveaux de la nappe. D'autres analyses établiront la qualité de l'eau souterraine en prélevant des échantillons dans les puits résidentiels entourant la pointe d'Aldemène. La deuxième phase analysera et définira la structure géologique de la zone d'étude et les conditions d'écoulement de l'eau souterraine dans les aquifères. Une emphase particulière sera mise sur l'identification d'une possible relation ou non entre le réservoir pétrolier et les aquifères. Si une telle relation existait, l'objectif de cette phase serait d'identifier les cheminements préférentiels entre le réservoir et la surface. La troisième phase consiste à faire le suivi des opérations liées à l'exploration et l'exploitation pétrolière. Cette surveillance permettra de détecter d'éventuels effets pouvant être attribués aux activités de forage et de stimulation des puits s'il y a lieu. La quatrième et dernière phase du projet va intégrer les résultats des données recueillies pour décrire les conditions géologiques et hydrogéologiques rencontrées. Les conclusions de cette compilation établiront le niveau de risque environnemental des opérations pétrolières. Des recommandations seront formulées pour que les méthodes employées pour l'exploration et la production minimisent les risques environnementaux, particulièrement par rapport aux ressources en eau souterraine. La phase initiale, c'est une phase surtout de mise en place de l'infrastructure où on va faire des forages de type puisatier ou dans l'aquifère pour avoir un réseau de puits qui va nous permettre de définir les conditions d'écoulement dans l'aquifère et nous donner aussi une idée de la qualité de l'eau souterraine, donc sa composition. Donc, nous autres, nos puits sont souvent comme en hauteur. Alors, ça va être important pour eux autres de prendre beaucoup d'échantillons et d'analyser pas seulement autour de ces puits-là, mais vraiment dans la région de la péninsule. Donc, ils sont vraiment sur le 9 km². Ils ont établi un programme de travail. Dans ce qu'on fait, nous, ce qu'on utilise, c'est les mêmes techniques de forage que pour un puits résidentiel. Donc, on fait le genre d'installation, c'est comme si on ajoutait quelques puits de type résidentiel, puis ça nous permet d'aller voir l'aquifère. Puis on reconnaît qu'à Aldemène, on a une espèce de crête centrale, puis une coupe d'autres crêtes. Ici, on a dessiné une espèce de ligne mauve.
on appelle ça une ligne de partage des eaux. C'est une ligne de partage des eaux de surface dans ce cas-là, pour que ce soit des puits d'observation d'intérêt. On a les puits Aldémen 1, Aldémen 2. On met un puits qui est en amont du forage pétrolier, un autre qui est en aval, de sorte qu'on est capable d'établir c'est quoi le background naturel de la qualité de l'eau souterraine sans aucun effet. Est-ce qu'il y a un changement qui est observé en aval des opérations pétrolières? Puis aussi, on va regarder, ça c'est les triangles jaunes, dans les cours d'eau de surface, c'est quoi la signature géochimique ou la composition d'eau qu'on trouve dans ça? Est-ce qu'il y a des indications que des apports non naturels? Puis on va compléter l'information de ces puits-là par un échantillonnage de l'eau de puits résidentiels. Donc, ça va nous donner une qualité d'eau du centre de la péninsule Aldémen jusqu'en périphérie. Puis l'écoulement, de façon conceptuelle, devrait se faire justement du centre vers la périphérie. Puis ça va nous donner une idée de la gamme, parce que ça varie, la composition de l'eau souterraine, donc la gamme des compositions de l'eau souterraine qu'on peut rencontrer dans le secteur. Dans une deuxième phase, on va aller faire des travaux un peu plus détaillés dans ces forages-là, des diagraphies, des mesures qui font des images, en fait, de la paroi des forages, parce que on n'aura pas de tubage, là, le trou va être direct en contact avec les formations. Donc, on va pouvoir détecter les fractures, même mesurer leur orientation, et avec une combinaison avec un autre type de mesure, on va pouvoir voir est-ce que ces fractures-là produisent ou pas de l'eau. Donc, on va pouvoir voir de quoi a l'air le réseau de fractures, puis comment il est interrelié. Puis on va vouloir aussi caractériser les failles. Est-ce que les failles sont perméables ou imperméables? Est-ce qu'ils isolent les blocs entre eux autres? Ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de cheminement préférentiel entre les profondeurs et la surface. La façon d'avoir des cheminements préférentiels, c'est par soit le réseau de failles, le réseau de fracturation. Donc, il faut caractériser ces réseaux-là, l'hydraulique ou les propriétés de ces réseaux-là, pour être capable de dire si on fait quelque chose en profondeur, est-ce que ça va influencer la surface? Mais on va aussi utiliser l'information de Petrolia sur les conditions en profondeur par ces forages. Puis les diagraphies, c'est des mesures, en fait, qui ont été faites pendant que le forage était ouvert, qui mesurent des propriétés physiques des matériaux. Ça va nous permettre d'identifier les matériaux qui se trouvent entre le réservoir et la surface. Et ça aussi, ça va nous permettre d'avoir la continuité. Puis on va se servir aussi, ça c'est des mesures directes, donc ce qu'on peut mesurer en forage directement en contact avec les roches et les unités géologiques. Mais on va se servir aussi de données indirectes qui nous proviennent de la géophysique, qui permettent d'imager la sous-surface et l'ensemble des unités qu'on trouve entre les aquifères et le réservoir. Et grâce aux données des diagraphies, on va pouvoir faire le lien entre ces images-là, qui sont qualitatives au départ, et la nature des unités géologiques qu'il y a entre le réservoir et la surface. Et aussi, ça nous permet d'imager les matériaux, mais aussi les structures. Est-ce qu'il y a présence de failles? C'est quoi les orientations? Que ça peut ou pas être des cheminements pour d'éventuelles contaminations des aquifères. Normalement, puis c'est ça qui arrive quand tu arrives en profondeur, ce qu'il y a en dessous de ça, c'est de l'eau saline. Pas nécessairement de l'eau de mer, c'est de l'eau de formation qui était emprisonnée dans les formations géologiques au cours des évolutions. Là, on parle de millions d'années. Donc, on n'a pas de l'eau utilisable en dessous. Puis, il faut savoir où est-ce que se trouve la limite entre ces zones-là. Alors, pour eux autres aussi, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'étude des eaux de surface, mais les forages qu'on va faire vont permettre d'avoir des données vraiment, là, ce qui s'est fait rarement dans les études, c'est que de faire un lien avec les opérations de forage, ce qui se passe dans le bas, est-ce qu'il est relié avec le haut? Est-ce que l'eau qui est en profondeur vient en surface? Est-ce qu'il y a des connexions? Alors, ce genre de questions-là, l'INRS se le pose aussi. Si ça nous intéresse vraiment, ce projet-là, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de développements scientifiques et technologiques qui sont reliés à ça, parce qu'il
il est peu commun de faire des études intégrées réservoirs aquifères. On est normalement dans des domaines de sciences qui sont séparés, qui ne sont pas faits par les mêmes personnes. Et on est un petit peu chanceux à l'INRS où on a des gens justement qui travaillent en réservoir, qui travaillent en géophysique entre différentes échelles sur les aquifères. Et on peut mettre ensemble ces sciences-là qui ont chacun un intérêt et un mot à dire et développer des approches qui nous permettent de donner un portrait qui permet de juger de ce risque-là. Ce n'est pas des activités scientifiques communes et courantes. Il y a une troisième phase aussi qui prévoit faire de l'enregistrement des conditions dans l'aquifère quand il y a des opérations pétrolières. Donc, on va suivre la réponse ou l'absence de réponse dans l'aquifère par rapport aux opérations pétrolières pour nous donner une autre indication de la présence de lien ou pas de lien entre le réservoir et l'aquifère. Un autre élément qu'on va utiliser pour évaluer ça, c'est les pressions de fluide. Il y a des pressions dans le réservoir. S'il y a un réservoir, c'est parce qu'il y a une roche couverture. Donc, est-ce que le réservoir est à la même pression que l'aquifère? Ça, non, on sait déjà. Mais par contre, est-ce que l'eau sous le réservoir ou au-dessus du réservoir est dans le même régime de pression que la surface? Ça, en déterminant ça, ça va nous donner une idée. Est-ce qu'il y a continuité ou discontinuité dans la colonne d'eau entre ce qu'on trouve dans l'aquifère et ce qu'on trouve au niveau du réservoir? Donc, c'est avec ce genre d'indication-là qu'on va pouvoir déterminer s'il y a un lien évident ou s'il y a absence de lien réservoir aquifère. On va pouvoir aussi se servir de ces puits-là comme puits de surveillance qui vont permettre de voir est-ce qu'il y a une évolution, une dégradation dans le temps de la qualité de l'eau souterraine qui pourrait être liée aux opérations pétrolières. Puis la dernière phase, c'est une phase d'intégration où on regarde, on fait une synthèse de notre mesure et compréhension du système aquifère, qu'on regarde la nature des opérations pétrolières actives ou prévues et qu'on essaie d'évaluer avec l'ensemble de cette information-là le risque environnemental de ces opérations-là par rapport surtout à la qualité de l'eau souterraine. Et c'est certain que, quelles que soient nos conclusions, on va aussi avoir un suivi dans les puits d'observation pour nous assurer qu'on conclut qu'il y a un risque, il n'y a pas de risque. La preuve est plus dans la mesure de l'absence ou de la présence de risque. Donc, c'est les puits d'observation qui, à moyen et long terme, vont permettre d'assurer que on détecte l'effet ou qu'il n'y a pas d'effet détectable dans l'aquifère. Et ces puits d'observation-là sont placés dans la zone amont, à proximité des puits de pétrolia, ce qui fait que on est bien en amont des puits résidentiels qui sont au pourtour de la péninsule. Donc, s'il y avait une indication, un indice d'effet dans l'aquifère, on le détecterait loin de l'usage où il serait possible de prendre des mesures correctrices pour éviter qu'il y ait des effets sur les utilisateurs. Comme je l'ai mentionné tantôt, nous, on va apporter des éléments de réponse le plus spécifiques possible, mais on ne les aura pas tous les éléments de réponse. Surtout en hydrogéologie, il faut une certaine dose d'humilité puis se dire, bien, on peut se tromper. Moi, à chaque projet, je me trompe, ça ne vous rassure pas, mais en hydrogéologie, tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Fait qu'il faut toujours que tu te dises, tu pars ton étude, je pense que ça se passe de même. Tu mets tes puits en pensant que ça se passe de même. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Fait qu'on raffine notre modèle conceptuel au fur et à mesure. Ça fait que, en fait, il faut se tromper pour apprendre en hydrogéologie. On pense que ça se passe comme ça, on met quelque chose en place, on regarde, c'est pas tout à fait de même. Puis, on améliore le niveau de compréhension de façon progressive. C'est ça la démarche qu'on fait. Non, ce n'est pas l'apprenti sorcier, c'est que pour être capable de mettre en place des infrastructures puis des mesures, parce que le domaine est relativement grand, il faut les mettre de façon stratégique avec des questions en arrière de la tête. Puis ces questions-là, ils nous viennent de la façon dont on pense que ça se passe. Et quand on a les réponses, bien, ça nous permet de remodeler ou de mettre à jour
où notre modèle conceptuel disait, OK, on pensait que c'était de même, c'est plutôt comme ça. Puis là, à ce moment-là, on est capable, de façon beaucoup plus ferme, de dire, bien, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est au bout de la démarche. C'est pour ça que je dis, au fur et à mesure, on pense qu'il faut y mettre des hypothèses, puis les hypothèses, il faut aller les vérifier. Depuis l'annonce de l'étude hydrogéologique en novembre 2011, 80% des travaux de la première phase ont été réalisés dans la région de Gaspé. Avant de procéder au dernier forage d'observation de l'aquifère, les scientifiques ont besoin de savoir avec précision où sera situé le prochain forage pétrolier à Haldimand. Pour que les résultats de l'étude reflètent bien l'état actuel des lieux, les forages d'observation de l'aquifère se feront avant le prochain forage pétrolier. Au printemps 2012, 13 des 17 puits artésiens ont déjà été forés chez des résidents de la pointe d'Haldimand. 15 des 20 essais hydrauliques et 70 des 75 prises d'échantillons d'eau ont été réalisées. Lorsque tous les puits d'observation de l'aquifère auront été forés, l'INRS communiquera publiquement les résultats des analyses de la première phase. J'aimerais introduire mon propos en disant que je ne m'inscris pas en faux contre l'exploitation du pétrole, étant donné que c'est une ressource extrêmement précieuse. Par contre, je m'inquiète énormément du partenaire financier de cette recherche. J'entendais à la radio récemment un chercheur qui nous expliquait qu'il y avait un problème d'amalgame entre l'industrie et les instituts universitaires et que ça biaisait les résultats. Si les conclusions de vos recherches sont que le niveau de risque est très élevé au niveau de la contamination de la nappe aquifère par le pétrole, est-ce que vous allez le dire à la personne qui rémunère vos recherches? Si tu es financé par une partie, comment tu peux être indépendant? C'est la question que vous avez posée, puis c'est une très bonne question, puis c'est toujours posé. Bien, l'indépendance, elle vient de la distance. La distance, elle est acquise de différentes manières. Elle est acquise, entre autres, par le fait que, prof d'université, moi, je n'ai pas besoin de Petrolia pour payer mon salaire. Puis à l'INRS, en plus, nous autres, on a une clause qui s'appelle exclusivité de service. Je ne peux pas faire dans mon sous-sol, moi, du travail pour n'importe qui. Je dois travailler que pour l'INRS. On reçoit des fonds de Petrolia, puis on va en chercher du côté des organismes subventionnaires scientifiques. Bien, eux autres, ils vont s'assurer que ce qu'on veut faire, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on suit des règles de l'art, des façons scientifiques de faire les approches. Puis qu'il y a une valeur scientifique dans la démarche et dans les résultats. Ensuite, l'autre aspect d'indépendance ou de distance, c'est aussi la disponibilité des informations. Ce qu'on obtient, nos conclusions, nos rapports, bien, ils vont être diffusés publics. Donc, l'ensemble de notre travail va être rendu public. Donc, à ce niveau-là, ces résultats-là, ils ont pour but d'éclairer le débat public par rapport au risque environnemental qu'il peut y avoir ou pas de ces opérations-là. Il peut rester un doute dans la tête de bien du monde du fait qu'il y a une partie de l'argent qui nous vient de Petrolia. Ça veut dire que nos résultats, ils vont vers Petrolia. Mais en environnement, la pire affaire que tu peux faire, c'est dire qu'il n'y a pas de risque à qu'il y en a un. En termes de scientifique. Quand il y a un problème, ton mandataire, c'est-à-dire l'industrie souvent, ou même des fois les gouvernements, quand ils te demandent « y a-t-il un problème là?», si tu leur réponds « il n'y a pas de problème », puis qu'il y en a un, là tu les mets vraiment en merde. C'est pas une bonne réponse que d'aller vers dire tout est vert, tout est beau. Je pense que mon opinion, malheureusement je suis enregistré, mais je vais le dire quand même, par rapport à la façon dont les choses sont parties d'un gaz de schiste, c'est justement, ils sont partis en disant « il n'y en a pas de problème ». Bien, voyons donc. Il y a des risques, c'est certain. C'est des risques qui sont acceptables, pas acceptables. En fait, on en fait des travaux, nous, régionaux, en Montérégie, qui est une région de gaz de shale. Tu as des grandes régions dans ce secteur-là où tu n'en as pas de ressources en eau. Des Montérégiennes jusqu'à Sorel, l'eau est saumâtre, tout le monde est sur l'aqueduc. Fait que là, tu n'as pas de risque de ta ressource, tu n'en as pas de ressources. Par contre, quand tu es plus au sud que ça, le long de du Richelieu, bien, nous autres, on voyait du gaz, même dans les dépôts meubles, à la surface. Ça fait que là, tu as des risques, puis que des risques, à mon avis, qui n'ont pas été considérés. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dépêché, on a sorti des rapports, puis qui sont publics, pour éclairer les décisions, la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont moins à risque, il y a des autres endroits qui sont plus à risque. Pour
qu'il y ait un risque environnemental, en fait, ça prend 3 éléments. Ça prend un élément source, c'est-à-dire qu'il y a, ça peut être en surface, sous-surface, une source de contamination, possibilité d'émission de cette contamination-là. Donc, ça prend un endroit d'où peut provenir un contaminant. Ça peut être un contaminant inorganique, c'est-à-dire des métaux dissous dans l'eau. Ça peut être un contaminant organique comme hydrocarbures. Donc, ça te prend une source. Ça te prend aussi, à l'autre bout, ce qu'on appelle un milieu récepteur. C'est-à-dire que c'est un usage de l'eau, ou dans notre cas qui nous intéresse, de l'eau souterraine. Un milieu récepteur, ça va être par exemple un secteur où il y a utilisation d'eau par des puits résidentiels, puis privés. Ça peut être aussi un récepteur naturel. Un milieu écologique, un milieu humide, un cours d'eau, c'est un récepteur parce que si on l'affecte, ça va aussi affecter la qualité de l'environnement. Donc, un récepteur, source, et ça prend une voie de migration ou un cheminement entre la source et les récepteurs. Et dans le cadre de nos travaux, il s'agit en fait de voir justement si la source potentielle, parce qu'on parle de source potentielle de contamination, par exemple les hydrocarbures ou les fluides éventuellement de fracturation, qui peuvent avoir un effet nocif sur la qualité de l'eau souterraine, est-ce que ces fluides-là peuvent cheminer pour se rendre jusque soit au cours d'eau ou soit aux aquifères de surface où il y a une utilisation? Les eaux souterraines, ils finissent toutes quelque part dans les eaux de surface. Ça peut être l'océan, ça peut être les rivières, mais ça finit là. Mais le cheminement que ça prend pour finir là, bien, il peut prendre des jours, des années, des siècles, des millénaires. Une des choses qui va déterminer ou en partie influencer le risque ou la vulnérabilité de l'approvisionnement, c'est justement le temps de parcours, le temps de résidence de l'eau. Pourquoi c'est intéressant? Combien de temps? Parce que le risque environnemental il est aussi relié au temps. Quand les choses vont vite, il faut faire plus attention. Bien, l'idée, c'est de qualifier et de quantifier ce risque-là pour que la question du mot qu'on ne veut pas dire, mais d'acceptabilité sociale, là, disons-le, au moins éclairer ça, c'est que si c'est inacceptable, ça va être inacceptable à la base d'informations. Si c'est acceptable, ça va l'être. C'est ça. Moi, ma job, c'est pas de vous faire accepter, c'est de vous dire les conditions qu'on peut définir sur le site. Et ça, après ça, ma job est faite. Mais ma job est aussi, elle commence là, c'est d'expliquer c'est quoi qu'on est en train de faire, puis c'est quoi nos résultats, puis c'est quoi le degré de certitude et d'incertitude sur nos résultats. Puis ça, il va en avoir de l'incertitude. Puis là, dans ce cadre-là, ce contexte-là, est-ce que c'est pas une question de rassurer ou pas rassurer? Est-ce que ça fait un contexte qui fait en sorte que c'est acceptable socialement ou pas? Merci d'être resté avec nous pour cette 7e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. La prochaine émission se penchera sur des sujets qui touchent plus particulièrement la population de Gaspé. Quels sont les impacts environnementaux engendrés par des travaux et des investissements d'industrie pétrolière dans la région? Quelles sont les retombées économiques? Peut-on parler de transfert de connaissances? Qu'en est-il des redevances? Toutes ces questions seront abordées et nous espérons que vous serez des nôtres lors de cette prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.